beaucoup de choses ont été dites et je ne voudrais pas alourdir par mon propos la longueur de cette conférence de presse et je vais m'en tenir à quelques observations qui me semblent complémentaires à ce qui a été dit. La première chose, c'est que cette seconde communication, elle porte ou elle s'inscrit dans le prolongement de la première communication qui visait en particulier Vladimir Poutine et Maria Lvova. Cette première communication a été déposée le 21 au 22 décembre 2022 et avec d'autres communications dont avait été saisie la Cour pénale internationale, elle a abouti à l'émission de mandat d'arrêt contre M. Poutine et contre Mme Maria Lvova pour crime de guerre s'agissant de la déportation et du transfert, déportation forcée et transfert forcé de ces enfants ukrainiens en Russie. Dès cette époque, avec les équipes pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre, nous savions plutôt qu'il y aurait d'autres actions qui seraient menées. Parce que nous n'avions pas pu exploiter l'ensemble des éléments, sous le contrôle de Bertrand et de Sylvie. L'ONG, c'est une ONG, elle a les moyens qu'elle a. Ils sont modestes et donc pour pouvoir interagir avec d'autres ONG, pour collecter les infos, pour analyser les documents, les rassembler, les mettre en ordre, ça demande un travail logistique considérable et ça prend du temps. Mais nous savions dès décembre 2022 qu'il y aurait une suite. Et cette suite, elle a pris la forme de cette enquête minutieuse qui a duré 1 an et qui nous a permis à nous, avocats, de faire notre travail de juriste. Et c'est peut-être ma deuxième observation liminaire, c'est de vous dire que les avocats, quand ils sont saisis de ce type de dossier, ils ont une obligation déontologique d'analyser les faits et de savoir s'ils correspondent aux qualifications pénales qui sont celles qui sont inscrites dans le statut de la Cour pénale internationale, à savoir le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime de génocide. Et donc c'est le travail auquel nous nous sommes livrés, de voir si nous pouvions, à partir des matériaux assemblés, rassemblés, documentés, si nous pouvions ou pas saisir la Cour pénale internationale d'une deuxième communication. Peut-être une précision lexicale ou technique, je ne sais pas comment il faut dire. Quand on parle de communication devant la Cour pénale internationale, ça correspond à ce que nous appelons dans notre jargon, et qui est vulgarisé en France, de plainte. Devant la Cour pénale internationale, on ne dépose pas des plaintes, on dépose des communications qui sont ouvertes aux personnes morales et aux personnes physiques, et au premier chef des personnes morales, les associations et les ONG. Mais ça ne nous dispense pas d'un travail rigoureux, scientifique. Alors que fait-on? On analyse les documents les uns après les autres, on s'assure de leur vraisemblance, de leur véracité, de leur matérialité, et quelle que soit la confiance avec laquelle nous travaillons ensemble, ça ne sert à rien de saisir un cabinet d'avocats si nous ne faisons pas ce travail de contrôle, de sélection et d'analyse. C'est ce à quoi nous nous sommes livrés, et nous avons décidé, évidemment avec l'accord de nos mandants, puisque Gabriel et moi nous ne sommes que des mandataires, de déposer cette communication après avoir acquis la conviction juridique que les crimes que nous dénoncions et dont nous saisissions la Cour pénale internationale étaient caractérisés dans tous leurs éléments constitutifs, c'est-à-dire l'existence d'un élément légal, c'est les crimes tels qu'ils sont définis dans le statut de Rome, un élément matériel, les faits existent-ils ou pas. J'ouvre une parenthèse pour que les choses soient encore plus claires, même si ça semble très, incongru de faire cette comparaison. Si je suis accusé, pardon madame, je prends cet exemple, de vous avoir volé votre téléphone et que vous déposez plainte, on va vérifier si j'étais le 25 septembre dans la maison d'Amérique latine, si j'étais à vos côtés, si quelqu'un m'a vu et si quelqu'un m'a vu prendre le téléphone. Je ramène ça à cette affaire, qui est évidemment bien plus dramatique et qui est une tragédie pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour la communauté internationale. Est-ce que oui ou non,
les faits qui sont dénoncés dans la communication ont été matériellement établis? La réponse est oui. Et qu'est-ce qui a été dénoncé? Ce qui a été dénoncé, c'est l'implication du parti de Vladimir Poutine dans l'organisation systémique, industrialisée de ces déportations, transferts et adoptions forcées des enfants ukrainiens, avec un mécanisme parfaitement mis en place et que Bertrand a développé, que les autres témoins ou intervenants ont également développé, c'est-à-dire que rien n'a été laissé au hasard. Du Kremlin jusqu'aux régions, il y a eu une planification, une organisation et j'allais dire même un retour d'expérience. C'est-à-dire que au niveau de la Douma, et nous l'avons documenté, un comité éducation, un comité des enfants, un comité du suivi de l'opération spéciale vérifie que ce qui se passe dans les territoires occupés s'agissant de la déportation et du transfert de ces enfants ukrainiens correspond aux instructions qui ont été données par Vladimir Poutine et par ses premiers rouages au sein de l'administration russe. Et rendre compte à Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'au niveau de la Douma, donc le Parlement russe, il y a des groupes de travail qui suivent cela. Alors, on pourrait se dire, et ça sera ma quatrième observation, c'est quand même incroyable que l'on ait pu trouver tous ces éléments de preuve. Et c'est la singularité de ces crimes commis par la Russie. C'est-à-dire qu'en règle générale, lorsqu'il y a des crimes de masse, et c'est un crime de masse ou des crimes de masse, les criminels avancent masqués. Les criminels essayent de nettoyer les traces de leurs crimes, de leur forfaiture. On ne se filme pas, on ne s'enregistre pas. S'il y a des témoins, on les fait disparaître. Dans certains territoires occupés de l'Ukraine, il y a eu des massacres, on le sait, de civils, et on sait que tel ou tel régiment a déployé des efforts pour faire disparaître toute trace. Mais s'agissant de la déportation, du transfert, déportation et adoption de ces enfants, c'est quasiment de la caméra embarquée. On n'a pas eu d'effort particulier à faire, c'est-à-dire que ce sont les auteurs des crimes qui sont en train de se filmer, qui sont en train de s'enregistrer, qui sont en train de communiquer en toute impunité puisqu'ils revendiquent cette politique. Ils la revendiquent pour, soi-disant, dénazifier l'Ukraine, pour, comme l'ont dit certains dignitaires de l'Église orthodoxe, extirper de la cervelle des enfants ukrainiens tout ce qui les rattacherait à l'âme ukrainienne. Pour certains d'autres, qualifier les Ukrainiens comme des animaux. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que c'est exactement la même terminologie que l'on a trouvée chez les génocidaires Hutus à propos de la communauté et du peuple Tutsi. On animalise l'adversaire ou l'ennemi pour lui dénier toute humanité et on s'occupe des enfants. Dans l'histoire plus ancienne, on sait aussi que s'agissant de l'Allemagne nazie, lorsqu'elle a envahi les Sudètes, lorsqu'elle a envahi la Tchécoslovaquie, lorsqu'elle a envahi la Pologne, elle a procédé de la sorte, c'est-à-dire prendre les enfants et les arianiser. En Turquie, le génocide arménien, il y a eu des massacres d'adultes, mais il y a eu aussi des enfants arméniens qui ont été adoptés par des familles turques et par des dizaines de milliers. Donc ce sont des processus criminels qui se répètent. Et s'agissant encore du comportement de Poutine et de Russie unie, là encore, tous ces éléments sont documentés. Il suffit d'aller sur les comptes sociaux, le travail que vous avez fait, dans les médias nationaux, les médias étatiques, les médias de la presse officielle, mais aussi les médias de l'armée russe qui se filment en train de transporter ces enfants par train, par avion, par car, et donc on a tout ce matériel-là. Et de mon point de vue, enfin de notre point de vue, pardon Gabriel,
il n'y a pas d'hésitation à avoir sur le fait que la qualification criminelle, ou les qualifications criminelles que nous avons identifiées, donc crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide, et je m'arrête un instant sur cette dernière qualification. Ce terme, et la double actualité très récente, j'allais dire, puisque quotidienne, nous le montre, ce terme est un terme qui fait peur en fait. Quasiment parfois on n'a pas le droit de l'utiliser, même s'il est prévu dans le statut de Rome, même s'il y a le tribunal pour le Rwanda ou des juridictions françaises qui ont jugé des militaires ou des bourgmestres rwandais, il a retenu des complicités de crimes de génocide. Et donc on se dit, on l'a entendu, on nous a interpellés sur ce point, les Russes ne veulent pas vouloir détruire la nation ukrainienne. Les Russes ne sont pas, plus exactement, Vladimir Poutine et ses sbires et tous les gens qui relaient son programme ne veulent pas anéantir les Ukrainiens. La réponse est que lorsqu'on s'attaque aux enfants, qu'on les déporte, qu'on les transfère, qu'on modifie leur état civil, qu'on modifie leur lieu de naissance, qu'on modifie leur âge, qu'on les endoctrine, qu'on les met dans des camps de réhabilitation, qu'on leur désigne leurs parents, leurs grands-parents ou leurs voisins ukrainiens comme étant des ennemis à battre, ça s'appelle vouloir anéantir une partie de la population ukrainienne, de la transformer en population russe qui va peut-être se retourner contre sa propre nation. Ça s'appelle, à tout le moins, avoir une intention génocidaire, et pour nous, ça peut être qualifié de crime génocidaire. Nous avons, cinquième observation, de mémoire, visé 35 personnes, nommément, contre lesquelles nous demandons l'émission de mandat d'arrêt, à l'instar de ce qui s'est passé pour Vladimir Poutine et Madame Maria Lvova. Est-ce que la Cour pénale internationale va nous suivre systématiquement, automatiquement? Je n'en sais strictement rien. Ce que je pense, c'est que le plus difficile a été fait, c'est-à-dire que délivrer un mandat d'arrêt international contre un chef d'État en exercice, membre d'un pays membre du Conseil de sécurité, ça s'était jamais fait avant. Et donc je pense que, en tout cas s'agissant de la Russie et du conflit, du crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine, la Cour pénale internationale, le bureau du procureur, ont passé un seuil psychologique, peut-être aussi aidé par le soutien sans faille de la communauté internationale, parce que c'est plus simple d'être courageux du côté de la CPI lorsque une grande majorité des États vous soutiennent. À mon avis, ils vont pouvoir, par exemple, émettre sans trop de difficulté un mandat d'arrêt international contre celui que tu as identifié comme étant un rouage essentiel, Skouchak, le secrétaire général et ces personnes-là qui sont au cœur du dispositif peuvent être des personnes qui vont être facilement, qui sont identifiables, pour lesquelles nous avons réussi à montrer qu'elles étaient impliquées personnellement, qu'elles avaient l'intention de commettre ces infractions. Et donc, nous pensons que ces mandats d'arrêt internationaux devraient être délivrés sans trop de difficultés. Cette seconde communication, elle a pour objet aussi, grâce à votre présence évidemment, d'attirer l'attention sur le processus industrialisé et partagé à tous les niveaux de l'administration russe et du parti dominant au pouvoir, Russie Unie, pour montrer que tout cela, encore une fois, n'est pas le fruit du hasard, et que pour lutter contre l'impunité, pour lutter pour la justice, il faut absolument que chacun et chacune se sentent concernés et puissent imaginer qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ces crimes sont imprescriptibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'une communication est lancée, une fois qu'il y a une dénonciation, une fois qu'il y a un mandat d'arrêt international, aujourd'hui, Vladimir Poutine est dans la même situation juridique qu'un trafiquant de drogue qui est en fuite. Il a le même statut juridique pour la justice. Alors, il bénéficie, ça peut heurter certaines personnes ici, ou tout le monde d'ailleurs, il bénéficie de la présomption d'innocence puisqu'il n'a pas été condamné de façon définitive,
Mais son statut aujourd'hui est celui d'un criminel en fuite. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Donc pour lutter contre l'impunité, il faut que, aux niveaux inférieurs, ils se sentent aussi concernés. Pour faire un parallèle, qui est peut-être incongru ou malheureux, il y avait des conducteurs de locomotives qui emmenaient les Juifs dans les camps de la mort. Là, on est au-dessus. Hein. On est au niveau des instances dirigeantes du parti. On est au niveau des présidents de commission de la Douma. On est au niveau des gouverneurs, des gouvernorats locaux. On est au niveau des présidents des organisations bénévoles qui viennent encadrer les enfants. Donc toutes ces personnes, elles sont identifiées. Et grâce au travail remarquable qui a été fait, on a pu, je pense, construire une communication qui répondait aux critères de la rigueur juridique. Et nous attendrons la suite avec confiance et sérénité. Merci de votre attention.